Bon, bah maintenant, on va parler donc d'orchestration de conteneurs Docker avec Rancher. Déjà, j'ai une première question. Qui fait du Docker ici? Ouais, c'est pas mal. Qui ne voit pas du tout ce que c'est Docker? Ok, alors vous allez peut-être avoir un peu plus de mal, mais ça va être très visuel, donc peut-être que vous allez pouvoir vous projeter dans ce que c'est. Donc on ne reviendra pas sur ce qu'est Docker ou le fonctionnement de Docker, on va plus voir la couche au-dessus, c'est comment on va orchestrer du coup nos Docker. Alors bon, je vais commencer par les petites formalités d'usage. Qui je suis Camille Baronnet, j'ai 25 ans, développeur informatique, pas depuis l'âge de 4 ans. Je suis passionné d'infrastructure et de sécurité, mais on va dire c'est en amateur. J'aime bien ça. Je travaille à l'informatique interne du groupe CPRO. Et puis par ailleurs, j'ai aussi cofondé une petite start-up qui s'appelle Hexagon Concept, qui vous permet de créer de manière complètement SaaS des sites internet. Voilà. Et puis je vous invite à me follow sur mon Twitter, Camille Baronnet. Alors, je me suis déchaîné sur les animations. Vous m'entendez? Ouais, super. Ok, je parle plus fort, ça va? Ok. L'infrastructure, c'est un vrai problème. Enfin, je trouve que c'est un vrai problème. On a toujours des problèmes de RAM, des problèmes de CPU, des problèmes de tout ce qu'on veut. Et notre but, c'est de faire abstraction petit à petit de tout ça. De faire abstraction. Et donc, du coup, il y a des enjeux qui sont globaux. Et ce qu'on cherche globalement, c'est fiabiliser et simplifier nos infrastructures. C'est-à-dire qu'on a une application, on veut la déployer en production, c'est souvent galère. Et donc, du coup, ce qu'on cherche à faire globalement, c'est pas se faire chier, quoi, tout simplement. Je me souviens même plus des slides qui suivent, donc je vais les découvrir avec vous. Ça, c'est votre infrastructure à l'heure actuelle. Vous la reconnaissez, non, peut-être? C'est un simple serveur connecté à Internet, c'est à peine s'il y a un firewall devant, et votre application est dessus, et quand quand elle est full, quand vous avez plus de CPU ou quoi, bah, globalement, ce que vous faites, c'est que vous en prenez un autre un petit peu plus gros, vous en prenez un autre un petit peu plus gros, mais c'est pas du tout une solution qui est pérenne. Il y a Gwenaël qui est mort de rire. Et en fait, ce qu'on cherche plus à faire, c'est d'avoir plusieurs serveurs. Mathieu en parlait tout à l'heure, plusieurs petits serveurs. Et l'idée, c'est qu'ils soient tous égaux et que tout soit réparti sur tous les serveurs. Et finalement, si on arrive à avoir ce modèle-là, qui est un modèle un peu fantasmé, et ben, si on arrive à avoir ça, on n'a plus de problème. On peut shooter un serveur, notre application continue de fonctionner parce qu'elle est à la fois répliquée, load balancée et tout est équivalent. Donc ça, c'est plutôt le modèle qu'on cherche à faire. Et puis, au-dessus de tout ça, on aimerait bien un petit serveur, histoire de gérer tout ça. Alors, comment on fait? Comment on fait tout ça? La première idée, c'est la conteneurisation déjà. C'est un premier élément de réponse. Déjà, ça va vous permettre de fiabiliser les déploiements de vos nouvelles applications et de faciliter la mise à jour. Donc, c'est déjà un très bon point. Mais ça ne règle pas tous les problèmes d'infrastructure. Et c'est là qu'intervient Rancher. Et donc Rancher, ça va vous permettre de déployer différents nœuds, différents serveurs. Et du coup, mes slides vont s'arrêter à peu près là. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Et je vais essayer de faire rapide. Voilà. La première chose que je veux vous montrer, c'est comment on installe Rancher. Parce que finalement, on peut se dire qu'avoir une infrastructure fantasmée comme celle-là, ça peut être long, ça peut être difficile à mettre en place. Et en fait, il n'en est absolument rien. J'ai juste fait un petit screencast parce qu'il y a 5 bonnes longues minutes d'installation. Donc du coup, on va se les économiser. Et finalement, c'est résumé en une petite minute. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais sur la doc de Rancher, Rancher Server. Et puis, il me propose en fait tout simplement de lancer un Docker. Mais pour lancer un Docker, il me faut un serveur. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est d'aller sur le site d'OVH et de commander une VM. Et là, du coup, c'est 100% en live. Tout simplement, je commande une VM. OVH a la particularité de vous fournir différents OS qui sont préinstallés et également différentes applications qui sont déjà préinstallées. Donc, vous pouvez déployer un serveur avec à minima Docker de préinstallé. Et ça vous fait déjà gagner un temps d'installation assez conséquent. Et la dernière chose que vous pouvez faire avec OVH, au passage, vous pouvez le faire certainement chez Amazon aussi, c'est lancer un petit script à la création de votre VM. Votre VM se crée et vous lancez un petit script. Et donc du coup, qu'est-ce que je vais y faire? Tout simplement,
je vais lui demander de lancer le Docker Rancher. Je ne sais pas si vous voyez, si c'est assez gros. Et je lui demande de mapper le port 8080, c'est le port sur lequel il y aura l'interface web, parce que tout sera web, tout sera graphique. Et voilà, j'ai lancé une infrastructure avec Rancher. Je crois que c'est super simple. Hein. Là, maintenant, ça va être du live. Donc, ce que j'ai fait, donc du coup, je retourne sur OVH, là, je suis en vrai, là, maintenant, cette fois-ci. J'ai rien fait de plus depuis, si ce n'est que du coup, ça s'est lancé. C'est pour ça que j'avais fait la vidéo, c'était pour s'économiser ce temps-là. OVH m'a donné cette IP, donc j'ai mon serveur, et donc tout simplement, je vais aller sur le port 8080, comme promis. Et puis, on va découvrir un petit peu Rancher. Donc là, si vous vous souvenez de mon petit schéma, hein, c'est le petit serveur qui est au-dessus qui va du coup superviser un petit peu tout ça. Donc Rancher, par défaut, quand on lance la première fois, il n'y a pas d'authentification. Hein, il vous propose de créer un compte pour sécuriser un petit peu tout ça. Ce n'est pas l'objet de la présentation, donc je ne vais pas le faire. Vous avez tout à fait la possibilité de joindre un LDAP, un Active Directory ou tout un tas de choses pour gérer ça. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais créer maintenant de nouveaux serveurs. C'est-à-dire que tous les petits serveurs qu'on a vus qui étaient en bas, bah, c'est maintenant que je vais le faire. Donc je vais aller dans Host et je vais lui demander d'ajouter des serveurs. Et donc pour ajouter des serveurs, c'est extrêmement simple. Il me propose de lancer un Docker sur mes VM. Donc si vous avez des VM chez vous ou quoi et que vous voulez les ajouter et les gérer dans Rancher, vous pouvez les gérer tout simplement avec cette petite ligne de commande. Donc là, je retourne chez OVH et je vais commander d'autres serveurs. Et là, je vais commencer à faire mon pool de serveurs. Ajouter un serveur. Docker avec Debian 8, pourquoi pas. Le serveur le moins cher. Et je vais lancer donc du coup un petit script au démarrage, qui est le script qui permet d'ajouter donc les serveurs que je vais créer à mon interface Rancher. Et comme je suis un fou, je vais lui demander d'en lancer 4. Donc il va créer 4 serveurs, il va créer 4 VM là en live. Et j'ai rien d'autre à faire. Donc qu'est-ce qui va se passer? Comment va fonctionner Rancher, pardon. Rancher, il va détecter toutes ces VM. De par la petite ligne que j'ai rentrée, ils vont automatiquement se dire bonjour, se configurer, et il va lancer différents services qui vont permettre à tous mes hôtes de communiquer entre eux. Un service VPN, par exemple, ça c'est le premier truc qu'il va faire, donc j'ai rien à faire, hein, ça va se lancer tout seul, pour que tous mes serveurs communiquent entre eux comme s'ils étaient en local. Par exemple, il y a un service DNS, il y a tout un tas de services qui vérifient que les services sont bien up, etc. Mais finalement, tout est réparti. C'est-à-dire qu'une fois que tout ça est fait et que mes VM sont lancés, je peux très bien enlever mon Rancher si jamais il plante ou quoi. Il n'y a aucun serveur qui est primordial ou qui est impactant pour le reste de l'infrastructure. Tout est équilibré. Alors chez OVH, ça plante un petit peu, donc je vais actualiser la page. Voilà, on voit mes serveurs qui sont en train de se monter, qui sont en train de se créer du côté d'OVH. Donc du coup, il y a cela, il m'a déjà affecté des IP publics. Et je retourne du côté de Rancher. Et en fait, dans ce champ, j'ai rien à faire. Hein. Là, je vais voir automatiquement mes machines qui vont remonter ici. Et de là, je serai parti. J'ai mon infrastructure qui est montée. Et donc là, en live, on a monté 4 serveurs quand même. 5 avec le Rancher. Il n'y a plus qu'à attendre. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas attendre, je vais vous montrer, je vais vous faire un petit tour d'horizon des fonctionnalités de Rancher. Par défaut, j'ai un environnement qui s'appelle défaut et qui est un environnement de type Cattle. Cattle, c'est un environnement, c'est une préconfiguration, c'est ce qui va permettre à toutes mes machines de communiquer entre elles. C'est une configuration qu'ils ont fait eux. Vous voyez, il y a les machines qui sont en train de monter. Mais j'ai tout à fait la possibilité de créer des environnements, et là ça peut intéresser d'autres personnes qui ne sont pas très fans de Cattle, pourquoi pas,
Add Environment. Et vous voyez, en fait, j'ai la possibilité de créer des environnements. Alors, par défaut, l'environnement par défaut, je ne l'ai pas créé, c'est un environnement de type Cattle, mais je peux très bien créer de la manière aussi simple que cliquer sur ce bouton un environnement Kubernetes. Mes Swarm, et celui que j'ai vraiment pas testé, hein, je ne suis pas pressé, c'est Windows. Mais c'est aussi simple que de dire, bah voilà, cet environnement, je lui donne un petit nom, et puis voilà, j'ajoute mes machines, et puis c'est lui qui va se démerder, qui va faire toute la config. Donc il n'y a rien d'autre à faire que ce qu'on vient de faire là. Deux précisions là-dessus. La première, c'est que quand même Cattle est mieux intégré à Rancher que les autres environnements qu'on trouve. Par ailleurs, la version 2 de Rancher, qui est encore en bêta à l'heure actuelle, va être uniquement basée sur du Kubernetes. Cattle va disparaître. Et donc le fonctionnement, donc je vais retourner un petit peu voir si mes machines sont en train d'arriver. Voilà, les 4 serveurs que j'ai créés sont en train d'arriver. Et là, en fait, on voit tous les conteneurs. Ça, c'est la liste de tous les conteneurs qu'il est en train de lancer pour avoir le service de base, pour pouvoir les faire communiquer entre eux, etc. Un network manager, l'IPsec, c'est le VPN, et puis tout un tas de services qui sont en train de monter. Donc là, c'est un petit peu long parce que c'est des images Docker qui poolent à chaque fois. Donc il est en train de les télécharger sur tous ces serveurs, de les lancer. Mais vous voyez, hein, c'est extrêmement confort et je lance une infra complètement scalable. Et le jour où ça ne suffit pas, eh ben, je continue à faire des add hosts et puis j'ajoute de nouveaux hosts. C'est aussi simple que ça. Petite précision, là il me dit que la version de Docker n'est pas supportée. Ça ne veut pas dire que ça va moins bien marcher. Enfin, c'est juste que Rancher teste de manière assez profonde les versions de Docker qui sortent, et donc du coup, si vous avez une version compatible, vous avez, voilà, si vous êtes en production, vous allez peut-être préférer essayer d'avoir des versions de Rancher qui correspondent à des bonnes versions de Docker. Mais c'est absolument pas impactant à l'usage. Moi, je travaille avec des versions de Docker qui ne sont pas officiellement supportées, ça fonctionne extrêmement bien, j'ai jamais eu aucun pépin là-dessus. Voilà. Reste maintenant à déployer votre application. Donc là, votre application, si vous l'avez build dans un Docker, par exemple, bah, du coup, tout est prêt. C'est-à-dire que vous allez prendre votre application et dire bah, je veux la lancer sur 5 serveurs, et puis du coup, ça va être nickel. Donc, on va faire le test. J'ai une petite table de démo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer un serveur Nginx qui va juste remonter l'IP. C'est la petite démo de base qu'on fait quand on fait de la scalabilité comme ça, qui va juste remonter l'IP du conteneur dans lequel il tourne. Et donc du coup, comme je vais load balancer tout ça, à chaque fois que je vais rafraîchir la page, je vais voir que je vais tomber sur un Docker différent, qui sera donc sur une machine différente. Je vais juste faire un service de load balancing très simple. Donc pour ça, pour déployer des applications, je vais dans Stacks. Il y a 2 menus, User et Infrastructure. Infrastructure, c'est tout ce qui correspond à ce que Rancher a lancé. Donc ça ne m'intéresse pas trop. Je vais plutôt dans User. Dans User, on voit que j'ai rien, c'est complètement vide, et c'est là que je vais créer ma première pile. Si vous avez déjà des Docker Compose, je pense que vous l'utilisez, si vous utilisez Docker, vous utilisez des Docker Compose, vous pouvez tout à fait les importer dedans. On va voir comment on fait. Je vais créer ma première application dans laquelle je vais y mettre des services qui vont démarrer des Docker. Je vais l'appeler mon application. Vous voyez ici, il y a la possibilité de prendre un fichier Docker Compose, si vous en avez un, vous le lancez, et ça, il n'y a rien d'autre à faire. Moi, je pars de quelque chose de vierge, donc je crée ma stack. Ma stack, bien sûr, est vide. Je vais lancer maintenant mon application. Donc, je fais un add service. Et ici, dans select image, je mets l'image du registry Docker en question qui m'intéresse. Donc, par défaut, sans aucune configuration, ça va taper dans le Docker Hub, qui est le grand hub dans lequel il y a toutes les images Docker qu'on trouve. Mais si vous avez un dépôt privé à vous, sur du GitLab ou un dépôt que vous avez fait vous-même, vous pouvez tout à fait après les rajouter pour pouvoir aller pull vos propres images. L'image qui m'intéresse, je ne me souviens plus. Je vais chercher sur Google. Truc du genre. Ouais, c'est ça. Donc l'image qui m'intéresse, c'est cette image-là en question. Et là, on va dire que c'est vraiment mon application que j'ai mise dans un Docker qui se lance. Ici, je ne vais rien faire de plus sur cette application, mais on retrouve l'ensemble des configurations possibles qu'il y a quand on fait un Docker Run.
qui est les petits flags qui nous intéressent, éventuellement une commande à lancer, des variables d'environnement qu'on peut ajouter, mapper des ports, etc. Je ne vais rien faire de tout ça parce que là, ça ne m'intéresse pas. Donc vous avez ça, les volumes aussi, comment vous mountez vos volumes entre eux, etc. Et puis un truc qui va être intéressant, c'est toute cette partie-là, shuttling, je suis pas très bon en anglais, qui vont vous permettre de donner des conditions de déploiement à vos Docker. Vous allez pouvoir dire, bah, ce Docker-là, je le déploie sur des machines qui ont tel ou tel label ou suivant telle ou telle condition. Donc c'est extrêmement souple. Et du coup, vous pouvez dire, je démarre ce Docker-là uniquement s'il y a ce Docker-là présent sur la même machine. Enfin, vous pouvez faire des montages vraiment très complexes. Là, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste dire que je veux un Docker sur chacun de mes serveurs. Et je crée mon application. Donc là, dans ma stack, j'ai mon premier service. Et si je rentre dans mon service, il va me dire tous les Dockers qu'il est en train de lancer. Donc, je vais monter 4 serveurs. Je lui ai demandé de me lancer une application, une instance de mon application sur chacun de mes serveurs. Et donc, du coup, il a téléchargé l'image et il les a démarrés. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir des points d'entrée. Il faut bien que j'ai un port 80 sur lequel je puisse attaquer mon truc. Pour l'instant, je n'ai rien mappé. Donc, c'est là qu'intervient le load balancer. Et Rancher vous propose de faire très simplement un load balancer. Donc, dans ma stack, mon application, dans laquelle j'ai lancé mon application, j'aurais peut-être pu trouver des noms différents, je vais ajouter un load balancer. Et là, le load balancer, c'est super intéressant. En réalité, tout ce qu'on trouve dans Rancher correspond à des Dockers. C'est rien d'autre que des Dockers. Et même ça, quand je vais l'avoir configuré, ça va me lancer un Docker HAProxy. Je ne sais pas si vous utilisez HAProxy, c'est connu de tous. Là, finalement, en fait, je suis en train de configurer un Docker dans lequel il va y avoir des règles qu'il va créer lui-même, des règles HAProxy. Alors, qu'est-ce que je veux faire? En fait, je veux donc du coup du HTTP. Le HTTP, c'est sur le port 80. Si j'ai différents noms de domaines que je veux les mapper différemment, je peux directement le faire à ce niveau-là. J'ai un nom de domaine qui pointe et puis je lui dis sur quel Docker tu vas tomber. Là, je fonctionne avec des IP, donc en fait, je m'en fous. Pareil pour le path. Et la target, je lui dis, où est-ce que tu tombes? Donc, si cette condition-là est remplie, donc c'est-à-dire là, pour l'instant, du HTTP sur le port 80, où est-ce que tu tombes? Je veux qu'il tombe dans mon application, la petite application que j'ai lancée tout à l'heure. Et sur quel port? Sur le port 80. Alors, au passage, là, je le fais sur du HTTP, ça supporte tout à fait le HTTPS, et plus basiquement, n'importe quoi en TCP, ça passe. Là, je n'ai pas plus de configuration à faire que ça. Je crée mon load balancer et j'ai oublié un petit nom, je vais l'appeler Frontend par exemple. Alors là, je me suis trompé. Je lui ai dit juste de me lancer un load balancer. Donc il a pris un serveur un peu au pif et puis il a lancé le load balancer dessus. Moi, j'aurais préféré qu'il fasse un load balancer sur chacune des VM. Comme ça, je sais que tous mes services sont égaux. Et donc du coup, je vais le refaire. Parce que le truc, c'est qu'on peut pas... il y a ce petit paramètre qu'on ne peut pas changer à la volée. Donc normalement, je peux clone le service et je lui dis d'en lancer un sur chaque. Il va y avoir un petit conflit de noms. Et je lui dis create. Et je supprime l'ancien. Voilà, comme ça. Donc là, c'est un peu brutal. Je viens de supprimer un service et d'en créer 4 autres d'un coup. Et donc là, il est en train de démarrer du coup des load balancers sur chacun de mes serveurs. Donc du coup, si je résume, j'ai 4 serveurs qui sont tous reliés par un système DNS, VPN et tout le tralala. Donc comme si tout était en local, comme si c'était tout une seule et grosse machine. Et dedans, j'ai lancé un load balancer et 4 applications. Donc du coup, si on imagine que j'ai une application avec de la charge et qu'il faut le répartir, là tout de suite, on voit que ça va se répartir de manière très simple. Du coup, résultat de tout ça, je vais aller chercher une des IP que OVH m'a attribuée, donc sur un de mes serveurs. Alors, j'en prends une au pif, parce que du coup, il n'y a plus de différence entre tous ces serveurs. Et donc, cette adresse IP,
ma load balancée sur un des conteneurs, donc je ne sais même pas sur quel conteneur je suis sans doute pas sur la même machine, et preuve en est que si j'actualise, je tombe de manière complètement aléatoire sur un des conteneurs qui est sur une des machines. Très simple. Si jamais je shoot un des services, alors là même je lui ai dit que s'il y avait un service qui s'arrêtait, je lui ai demandé de le redémarrer, donc du coup je vais avoir un effet que si je lui dis bah, arrête-moi ce service, il l'arrête pour 10 secondes, ok, pas de souci. Voilà, par exemple, je vais commencer à shooter un petit peu mes dockers. Bon, il se redémarre. Mais du coup, j'ai pas d'interruption de service, quoi. J'ai shooté des services et ils continuent à fonctionner parce que y en a toujours d'autres qui existent et donc du coup, mon application, elle est toujours up. Donc là, quand vous allez avoir des mises à jour à faire de votre application, qu'elles vont se déployer progressivement, vous n'aurez pas de coupure parce qu'un service qui est tombé, automatiquement, il va load balancer sur un autre qui est up. Donc du coup, vous n'aurez pas de problème à proprement parler. Et donc là, si j'essaye du coup une autre IP, comme j'ai lancé un load balancer sur chacun de mes serveurs, du coup, si j'accède à une autre IP publique, là pareil, vous voyez, je suis sur 2 IP différentes. Toujours pareil, tout est complètement transversal, tout est interconnecté, tout est équilibré. Et j'ai une résilience énorme là dans mon infrastructure avec ce type de modèle. Et ce type de modèle qu'on a lancé en vraiment pas longtemps, quoi. Je vais vous montrer, je vais faire un petit tour d'horizon encore de Rancher, parce que c'est ça l'idée, hein. Là, vous avez vu qu'on peut créer très facilement du coup un ensemble de serveurs, tous les relier entre eux. On a vu que c'était extrêmement simple. Là maintenant, je vais continuer à vous montrer un petit peu les bonnes features qu'on trouve dans Rancher, et notamment une qui est le catalogue. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vos propres images Docker ou quoi, il y a un catalogue, c'est un store d'applications. Et dedans, je vais y retrouver tout un tas d'applications qui sont rien d'autre que des Docker pour la plupart. Pas pour la plupart, tous, enfin c'est que des Docker. Et donc, je vais pouvoir monter comme ça un GitLab, par exemple, en 2 clics. Ou pour mon intégration continue, je vais pouvoir lancer des runners GitLab. Et donc ça, c'est super intéressant d'avoir ce genre d'infra. C'est que du coup, vos runners GitLab qui vont vous consommer de la ressource, vous allez pouvoir les scaler comme ça, voire même en créer plusieurs sur chacun des serveurs. Hein. Pourquoi un par serveur? Pourquoi pas 2 par serveur? Ça peut valoir le coup dans certains cas. Et vraiment, la communauté qu'on trouve ici, hein, je me rappelle un petit Jenkins qui avait été présenté il n'y a pas très longtemps aussi. Du Kibana, enfin vous retrouverez pourquoi pas un serveur Minecraft, pourquoi pas un MySQL, pourquoi pas. Enfin, on trouve vraiment. Ah pardon. Ah, je croyais qu'il y avait Cassandra quand même. Ouais. Et là où je trouve Rancher vraiment très intéressant, c'est que dans sa structure, il reste vraiment très ouvert. C'est-à-dire que là, vous avez ce catalogue-là. Et en fait, si je fais Manage, j'ai la possibilité d'ajouter de nouveaux catalogues. Et qu'est-ce qu'un catalogue Rancher? En fait, c'est juste un dépôt Git. C'est un dépôt Git avec une certaine structure. Vous créez des dossiers, vous mettez un Docker Compose dedans, une image qui correspond à la petite vignette, et vous mettez votre service comme ça, avec, vous pouvez mettre des variables, etc. au déploiement. Je ne l'ai pas fait, mais par exemple, si j'en prends un complètement au pif, on voit que j'ai des inputs qui sont en fait rien d'autre que le fichier Rancher Compose. Il y a le Docker Compose et le Rancher Compose. Le Rancher Compose, c'est justement ce type de champs qui sont décrits, qui vont pouvoir être utilisés comme variables dans votre Docker Compose. Et donc du coup, ça vous permet de rendre vos Docker Compose très dynamiques et de les mettre dans un catalogue comme celui-là. Et donc tout ça, vous le mettez dans un dépôt Git, vous mettez votre dépôt Git quelque part, vous l'ajoutez ici, et donc du coup vous avez un catalogue d'applications. C'est extrêmement confortable, vous avez vos applications que vous avez développées, vous voulez les lancer, clac, je la lance en un seul clic sur ce type d'infra.
testé et approuvé. Là où Rancher est vraiment très intéressant également, et où il va pouvoir s'intégrer, je pense, dans votre manière de fonctionner à l'heure actuelle, si je prends les hôtes, par exemple, je vais faire comme si je voulais en ajouter un autre. Là, j'ai utilisé la méthode custom. C'est la méthode où, de toute façon, on considère que sur une machine, pour que Rancher fonctionne, il faut du Docker. Donc la méthode custom, c'est juste je lance un Docker dessus. Mais ça a nécessité quand même que j'aille chez OVH, créer une VM et que limite je rentre dedans. Je ne l'ai même pas fait, mais pour y mettre cette ligne de commande qui est ici. Et en fait, vous avez des moyens de piloter des ranchers, finalement, la création d'une VM. Si vous avez un compte Amazon, par exemple, vous mettez vos clés d'API et c'est Rancher qui va trigger la commande d'une VM, etc., l'installation de Docker dessus, avec une version testée et vérifiée de Docker, et qui va l'ajouter dans votre hôte. Donc du coup, c'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Il y a d'autres services qui sont proposés, et il y a carrément un catalogue de drivers possibles, si ça ne vous suffit pas. Et je vais vous en montrer un qui va peut-être vous intéresser. C'est vSphere. Je suis sûr que si vous êtes en entreprise, il y a de l'ESX dans vos entreprises, et donc du coup, un driver vSphere, ça pourra vous aider. On a du Rackspace, on a de l'OpenStack. J'ai essayé sur OpenStack, c'est un... Wow, la config, elle est sympa par contre. De quoi? Ouais, donc du coup, en fait, on peut lier les deux, mais la config d'OpenStack, c'est pas la config d'Amazon. Oui, c'est OpenStack, ouais. J'ai dit OVH. Ah, pardon. Bon, OpenStack. Alors, KVM tout seul, je me demande si OpenNebula, c'est pas KVM à la fin. Je ne veux pas dire de bêtises là-dessus. Et vous avez un driver dit aussi générique qui, en fait, vous mettez des identifiants SSH et du coup, c'est lui qui va faire l'install de Docker et tout ça. Donc, juste avec une entrée SSH, ce driver générique est aussi relativement intéressant. Voilà. Donc ça, côté machine. Côté conteneur, si vous n'avez pas lancé, si vous avez des machines... Alors pour certains, ça permet de créer des VM ou sinon de déployer effectivement, enfin d'ajouter une machine, une VM que tu as, de l'ajouter là-dedans, effectivement. Et de la configurer tout seul, etc. Donc effectivement, si tu as de... Alors j'ai pas testé le vSphere, je ne sais pas s'il va jusqu'à la création de la VM ou s'il te liste tes VM et que, tu vois, je ne sais pas exactement jusqu'où il va. Tout va dépendre des drivers. Et sur tes API, dans le catalogue, quand tu prends MySQL, il y a moyen de configurer directement un cluster avec des master slaves? Alors, dans le cas de MySQL, là, je ne sais pas, et ça va dépendre des images qui sont dans le catalogue. Alors, si tu veux, on peut faire le test tout de suite. Visiblement, pas cette image-là. Mais par contre, dans le cas d'un Elasticsearch, par exemple, et donc tu as certaines applications qui sont comme ça, elles sont disponibles sous plusieurs formats. Et donc la version cluster, qui va lancer pas loin d'une petite dizaine de conteneurs. Voilà. Et quand c'est comme ça, quand il lance les conteneurs, par exemple sur Elasticsearch, c'est qu'il faut une distribution des données sur des machines différentes, c'est géré aussi, ou alors il y a une espèce de configuration de la physicité? Alors la gestion des données, c'est toujours le truc un petit peu touchy. Et donc du coup, là, mes machines, elles restent quand même indépendantes, elles restent séparées. Donc les données, si elles sont locales, il va y avoir un problème. Donc la distribution des données n'est pas gérée. Mais j'allais y venir, et on va voir qu'il y a des solutions pour ça, que je ne vais pas pouvoir et je ne vais pas avoir le temps de mettre en œuvre. Mais en fait, juste dessous, il y a Storage, ici. Et donc du coup, j'ai des drivers qui sont possibles. Les drivers, je les trouve dans le catalogue. Community, je crois. Non, je vais aller dans All. Tac, tac, tac. Je vais dans Storage. Et donc, tu vois, il y a des drivers NFS, par exemple. Donc, tu vas pouvoir, si tu as des volumes NFS que tu auras fait ailleurs, ou quoi, tu vas pouvoir brancher tout ça et déverser les données sur du NFS, par exemple. EBS, côté Amazon, qui te permet de créer des volumes, et donc du coup, tu vas pouvoir ajouter des volumes Amazon dedans. Là aussi. Le reste, j'ai pas testé. Et je suis sûr qu'il y a de quoi
Il y a de quoi faire son bonheur. Après, ça peut être fait aussi niveau VM. Si tu as un gros système de fichiers et que tu as mounté tout ça dans ton Linux directement, bah, du coup, tu vas pouvoir déverser tout ça. Tout va dépendre. Ça reste une problématique quand même. Ouais, ça gère juste la répartition du stockage, mais pas la base de données. C'est un peu plus que ça. Donc, tu peux pas juste dire de déposer un fichier de base à cet endroit-là. Tout à fait. Par exemple, effectivement, sur une base de données, c'est un peu plus problématique. Et donc, du coup, il faut de toute façon mutualiser la data. Et même sur une base de données, je ne suis pas sûr que tu puisses lancer plusieurs instances de MySQL sur un seul sur un seul volume. Donc, il va y avoir aussi des limitations sur la manière dont est faite l'application. J'ai essayé ça avec du Postgres, par contre, cet après-midi à la tchétchène. Hein. C'est passé. Je ne savais pas qu'on pouvait faire. Voilà. Des trucs qui sont super intéressants aussi côté Rancher, c'est que pour tout ce qui va être sécurité, certificat, etc., surtout dans des conteneurs, c'est comment on partage des informations sensibles comme des passwords, comment on va gérer le déploiement de certificats, etc. Et donc du coup, c'est une vraie problématique et Rancher apporte des solutions de ce côté-là. Du côté des secrets, en fait, il y a la possibilité, par exemple, si j'ai un mot de passe un petit peu sensible qui va me permettre qui va être utilisé dans mon application, ben voilà, je le mets ici, un token ou n'importe quoi. Et quand je vais créer mon Docker, j'ai la possibilité de lui dire bah, utilise tel secret que j'ai mis. Et donc du coup, je centralise au niveau de mon Rancher des informations sensibles qui seront ensuite déployées au besoin pour tel ou tel conteneur. Et après, il y a une petite procédure pour le récupérer dans le conteneur. Ce n'est pas une variable d'environnement, c'est un peu plus sécure que ça. Il y a une petite procédure, mais qui n'est pas très compliquée pour récupérer ça. Et l'autre truc qui est super intéressant, c'est tout ce qui va être gestion de certificats. Et là, je trouve qu'on s'enlève une belle épine du pied parce que quand on a plusieurs serveurs, un certificat à renouveler sur un nom de domaine qu'on a utilisé sur différents services, un service mail, du web, et j'ai un wildcard que j'ai pris sur 3 ans, mais quand il change, il faut que je le change sur plein de services. Là, c'est pareil, vous allez centraliser vos certificats. Donc, si je fais un add certificat, bah, je rentre les informations de mon certificat, tout simplement. Et ensuite, dans mon load balancer, j'ai la possibilité de dire, je vais vous montrer, dans mon load balancer, si jamais j'ai choisi du HTTPS ou du TLS, ici, je vais avoir la liste de mes certificats que je vais pouvoir dire, bah voilà, tu l'utilises pour tel load balancer. Et comme mon load balancer après est répliqué sur toutes mes machines, et bah, du coup, mon certificat va se balader sur tout ça, sur tout ce qui est nécessaire. Et pour compléter l'information sur tout ce qui est certificat SSL, aujourd'hui, on utilise tous, ou non pas tous d'ailleurs, mais il y a Let's Encrypt qui vous permet d'avoir des certificats SSL gratuits. Il y a une très belle image dans le catalogue, très belle image Let's Encrypt, qui a pour effet de commander vos certificats et de les déverser dans Certificate. Et donc du coup, j'ai ma commande de certificat d'un côté, et de l'autre, je peux réutiliser mes certificats sur différents load balancers, etc. Et donc du coup, j'ai à un endroit le certificat, et ensuite je le rebalance partout. Et ce Docker-là s'occupe du renouvellement, etc. Donc moi, perso, c'est ce que j'ai fait, je l'ai lancé. Il s'occupe de mes commandes de certificats, j'en parle plus, et ensuite je les déploie et je les utilise là où j'en ai besoin. Et c'est extrêmement confortable. Mais il tourne où celui-là? C'est moi qui décide. Toujours pareil. C'est un Docker, hein. Tout ce qu'il y a dans le catalogue, ce sont des Dockers. Et donc du coup, au même titre que j'ai décidé où est-ce que je déployais mon application et mes load balancers, je vais décider quelle est la stratégie de déploiement de ce Docker-là. On peut utiliser Traffic aussi. Pardon? On peut utiliser Traffic, c'est ça? Je ne connais pas. C'est pareil pour gérer les certificats SSL Let's Encrypt. D'accord. Tu veux que je recherche dans le catalogue pour voir? Comment tu l'épelles? Non, il n'y a pas. Après, voilà, ça c'est ce qui est dans le catalogue, mais ça ne vous empêche pas de déployer autre chose. On a vu tout à l'heure que quand je déploie une stack à la main, c'est rien d'autre qu'un Docker Compose. Donc tout ce qu'il y a dans le Docker Hub, je peux le lancer ici, hein. Il n'y a pas de limitation à ça. L'image que j'ai déployée pour vous faire la démo, celle-là, elle n'est pas dans le catalogue, donc il n'y a pas de limitation. Tu peux gérer combien du coup avec un serveur Rancher? Tu peux avoir combien de
Les Docker, ce que je suppose qu'ils du coup doivent les pinguer régulièrement, enfin, c'est Rancher qui s'occupe de pinguer ou c'est les autres? Ouais, en fait, la commande que j'ai mise au début sur chaque serveur, en fait, c'est un petit agent. Donc ce petit agent, il reste et il s'occupe en fait de faire le lien avec le rancher. Donc c'est une API REST, c'est rien d'autre que ça. Et de cette manière-là, il communique et il va récupérer l'information de ah, je dois déployer un serveur ou ah, je dois supprimer un serveur, etc. C'est toujours dans ce sens-là. C'est les machines qui vont chercher l'information. C'est pas le rancher qui déploie en réalité. Comment on load balance deux managers rancher pour qu'il y ait une redondance? Alors tout ça, c'est expliqué dans la doc. Personnellement, je ne l'ai pas fait. Le truc, par contre, que j'ai fait à minima, c'est externaliser la base de données. C'est un MySQL qui permet de faire tourner le Lost. Et donc, du coup, à minima, moi, j'ai sorti la base de données. Mais il y a là-bas, il y a tout ce qui est... tout est là ou pas, non? Ouais. À chaque fois dans la doc, ça n'a pas l'air très compliqué. J'ai pas fait le test. Voilà, donc vous me direz, vous me ferez des retours au prochain ad. Au niveau de DNS, Oui. pour le load balancing, est-ce qu'il y a une intégration avec l'hébergeur ou il faut ajouter manuellement ou Alors, lui, donc Rancher, ce qu'il fait, c'est qu'il va déployer un service DNS sur chacune du coup des machines, pour permettre déjà de trouver les conteneurs parmi eux, enfin pour pouvoir se trouver parmi eux. Donc c'est déjà un fonctionnement qui est d'abord local. Et ce qu'il va faire, c'est que les serveurs DNS qui sont définis au niveau de la machine, en fait, il les récupère. Donc tout va dépendre aussi de la configuration de la machine de base, hein, le serveur. Donc là, dans le cas d'OVH, OVH propose une machine avec déjà des serveurs DNS, enfin il n'y a pas de problème. Donc du coup, je peux pinguer absolument n'importe quoi, le web à l'extérieur, etc. Et le service DNS proposé par Rancher s'arrête là. Si tu veux aller plus loin avec quelque chose de très spécifique, faire toi-même tes propres zones DNS, etc. Là, tu déploies carrément un vrai service DNS D'ailleurs, il y en a. Alors, bah, ça non, du coup. Mais il y a des... Bah, il y a... Pourquoi j'ai plus rien? Enfin, après, les services DNS qu'on peut trouver dans Docker d'une manière générale, là, j'ai plutôt l'impression que c'est des services externes hein, qui font monter. Là, j'ai pas eu de besoin de ce côté-là, donc je vous laisserai découvrir ça. En complément, si du coup, par exemple, on achète un nom de domaine, on fait pointer sur quelle IP? Parce qu'il y en avait 4, il y en a une qui disparaît la plus bonne. C'est pas du coup celle de l'autre, c'est sur quoi? Bah, du coup, tout dépend. Quand tu vas lancer un service DNS qui va fournir la zone DNS, si tu lui as dit que ce service-là, il était répliqué sur tous les serveurs, bah, ta zone DNS, tu peux la faire tomber sur n'importe lequel. Bah non, parce que s'il tombe sur celui qui tombe, ça marche plus. Ah, dans ce sens-là, pardon, je pensais qu'on parlait de zone DNS et de mon serveur, je déporte la zone DNS. Ouais, le champ A, tout simplement, le champ principal. Moi, c'est toujours une problématique, ça, en fait, parce que c'est une limitation du DNS, ou pas. Je sais pas si quelqu'un est expert un petit peu dans les... Il faut que tu aies un truc qui te fournisse une IP virtuelle. Une IP restée. Une IP virtuelle, en fait, mais ça, c'est ton hébergeur qui va te le donner si tu vas rentrer. Ouais. Et bah, chez OVH, il y a ça, effectivement. Chez OVH, je crois qu'il y a... Load balancer. Ouais. Bah, la failover, là, chez OVH, en fait, effectivement, on la route manuellement sur un serveur, quoi. Donc, effectivement, si mon service y tombe, après, je peux dire, bah, tel IP tombe finalement plutôt sur tel serveur. Pour des questions de simplicité, c'est vrai que j'ai déployé un load balancer sur chacune de mes machines. On est bien d'accord que dans les faits, c'est un peu bizarre de faire ça. Non, pour une redondance maximale, c'est ça. Parce qu'il y en a 3 qui peuvent tomber et le dernier est toujours... Oui, mais on a toujours la problématique, enfin, comme on l'avait dit, alors, sauf si on le fait après niveau hébergeur, mais si on l'a pas, de dire, bon, bah, mon nom de domaine, je le fais pointer sur quelle machine. Il faut encore une couche d'abstraction, mais ça, à la fin, ça reste quelque chose de physique. Ce que fait, la majorité, ce que font les banques du web, ils font un DNS en inbound sur leur entrée principale. Après, derrière, ils mettent des load balancers et après, derrière, il y a les machines en...
Là, j'ai choisi de faire une infrastructure absolument égale. Tous mes serveurs sont absolument égaux. C'est pas forcément une bonne chose à terme, hein. D'ailleurs, moi, c'est pas ce que j'ai fait, hein. J'ai mis des tags sur mes machines. Et effectivement, une machine qui servirait uniquement à faire du load balancing, on va peut-être préférer qu'il y ait uniquement un load balancer, histoire d'éviter qu'une autre app fasse crasher ma machine. Et donc, du coup, je peux très bien dire ici que je vais considérer que cette machine-là, de manière complètement arbitraire, il n'y aura que le load balancer. Donc, ce que je peux faire, déjà, je vais la modifier, je vais lui donner un petit nom un petit peu plus sympa. Par exemple, je vais considérer que c'est mon front-end et je vais lui mettre un label qui va me permettre de déployer, enfin de donner les règles de déploiement de tout à l'heure. Et je vais dire par exemple que c'est un front-end. Je crois qu'il faut que je mette une petite valeur, même si là je m'en fous. De la même manière, je peux taguer des serveurs en disant ça c'est des serveurs de prod, ça c'est des serveurs de pré-prod, etc. Et donc du coup, on va du coup faire évoluer de manière plus intelligente notre infrastructure en faisant ça. La problématique, ça reste quand même les volumes. On stocke nos données sur la cible. Alors il y a effectivement cette problématique de volume. Ouais. Mais ouais. Non mais en fait, voilà, tout va dépendre en fait de l'application et de si on a pensé notre application aussi pour fonctionner sur ce type d'infrastructure. Si on a un site web statique avec énormément de trafic, on a envie de load balancer, ça suffira. Si on utilise du Cassandra, comme disait Mathieu, en fait, on n'en a plus besoin parce qu'il va répartir suivant des règles de réplication aussi la charge. Donc du coup, on n'en a pas besoin. Si on utilise sur notre application, si on l'a codée pour qu'elle utilise un maximum d'object storage et que moi, je fonctionne chez OVH, donc ça me va très bien, et je vais compléter avec un object storage et puis tous mes fichiers seront stockés ici. Et donc du coup, je sépare quand même bien. Pour moi, dans la philosophie, après tout est mis à débat, hein, j'ai pas la science infuse, hein, loin de là, mais pour moi, ça c'est pas fait pour stocker de la data. Ça c'est des workers, c'est fait pour calculer, c'est fait pour délivrer, c'est pas fait pour stocker. Donc effectivement, pour stocker, c'est pas une solution. Il faudra se déporter sur une autre solution. Si on travaille en entreprise, il y a des gros serveurs énormes sur lesquels on va mettre une chier de disque dur. Et du coup, c'est là-dessus qu'on va stocker. Donc du coup, nos runners, ils seront à l'extérieur, ils vont tous taper par NFS, par exemple, là-dedans. Et puis, il y a plein de choses possibles. Mais effectivement, c'est pas une solution de stockage. Ouais, faire une stratégie pour vraiment finir une année de stockage. C'est ça. Le niveau de mise à jour des autres, par exemple. Je prends un autre là, sur lequel on a installé Docker. Ouais. J'imagine que ces autres, il faut les maintenir à jour. Comment ça se passe Alors du coup, sur notre machine, alors il n'y a pas de bouton mettre à jour. Alors il y a Alors il y a plein de manières là, mais l'avantage de fonctionner avec du Docker, c'est que sur la machine, il n'y a que Docker d'installer. Donc côté machine, si on veut faire une update, du coup, ça va plutôt bien se passer. Il va redémarrer les services Docker, etc. Donc ça va plutôt bien se passer. Suivant la stratégie qu'on a mis en place, on va pouvoir se permettre d'arrêter complètement des machines, voire de les supprimer ou d'en recréer. Là aussi, tout va dépendre de l'usage qu'on en fait. Là, je vous montre un outil. C'est à vous de l'adapter et de le modeler à vos besoins et de voir comment vous allez faire. Parce que la communication avec l'agence, c'est l'IP, c'est en fait entre les... Pardon ? La communication avec l'agent entre Rancher et ses agents. C'est un Docker aussi. Ouais, c'est full Docker. Il n'y a vraiment rien en dehors de Docker sur les machines. Je peux éventuellement vous faire la démonstration. Si je vais sur une des IP, ici, je vais y aller avec un terminal. Hein. Alors, sauf que je crois que j'ai même pas mis ma clé SSH. Alors là, c'est la... Il me demande ma clé, en fait, SSH. Comment, putain, je suis pas habitué à Mac, excusez-moi. Non, mais en fait, j'ai même pas mis ma clé SSH, donc je vais pas... Ah, peut-être une console VNC. Bon, fuck. Bon, en gros, si je me connecte en SSH, il n'y a aucune app d'installer, si ce n'est Docker. Et si je fais un Docker PS, je vais voir tous mes conteneurs, dont l'agent, dont les services dont j'ai parlé, IPsec et tout ce qui permet le réseau. Il n'y a rien d'autre. Oui, la chaîne haute, elle est accessible dans SSH. Effectivement, là, je ne suis pas rentré dedans. Je lui ai demandé de me faire un script de post-installation.
Là aussi, mais tout va dépendre de tes machines à toi, de là où tu les déploies. Si tu as fait des machines sur de l'ESX par exemple, sans service SSH, que tu y accèdes par la console de... Vous sécurisez ensuite l'accès à la machine. Ouais, voilà. Après, ce qui peut être intéressant dans l'avenir, c'est justement d'avoir un état un peu de ces machines un peu plus approfondi. Ouais. Il y a des petites choses sympas par contre, donc il n'y a rien qui est stocké, hein. Là du coup c'est du live, mais j'ai quand même du coup sur une machine en particulier, je peux voir des graphes, je peux savoir un petit peu le CPU et tout ça, où ça en est. Donc c'est toujours sympathique. Je peux voir tous les conteneurs qui tournent sur cet hôte en particulier, les ports qui sont ouverts du coup vers l'extérieur. Donc là on voit les ports pour le VPN et le port 80 que j'ai ouvert avec mon front-end. Les labels de mon truc. Et le storage, mais là qui correspond du coup au storage de Docker, parce qu'il y a un système de volume quand même. Et la chose intéressante, alors là je l'attaque par l'interface des hôtes, mais si je vais sur mon service ou quoi, j'ai exactement la même chose. Donc sur chacun des conteneurs depuis ici, j'ai la possibilité d'exécuter un shell pour entrer dans la machine, dans le Docker. Donc là j'en ai pris un au hasard, j'ai pris le IPsec, et puis je vois que je peux rentrer dedans. Donc le HA proxy, moi plusieurs fois je me suis dit oulala, qu'est-ce qu'il m'a fait? Du coup je suis rentré dedans en ligne de commande et ça m'a permis de le débugger, ou de mieux comprendre en fait comment ça fonctionnait. Donc du coup tout est accessible comme ça, ce qui est quand même aussi vachement pratique à l'administration. La possibilité de voir aussi les logs du Docker. Donc votre Docker, par défaut, il remonte des logs, ou s'il est bien fait, vous lui avez demandé d'avoir des bonnes outputs pour ressortir des logs. Donc là, vous avez tout qui remonte ici. Puis globalement, voilà, la possibilité de redémarrer un Docker ou quoi. Si je prends par exemple mon application que j'ai lancée tout à l'heure, je lui ai demandé d'avoir une stratégie très simple, c'est démarre-en un sur n'importe quel serveur. Si jamais j'en supprime un, ce qui peut être très pratique, si jamais j'ai un service qui a planté, j'en supprime un. Comme la stratégie, je lui ai demandé d'en avoir un sur chaque machine, il va m'en recréer un. Histoire d'être toujours cohérent. Voilà. La partie registry, pour compléter, ça c'est tout bête, hein, c'est soit vos identifiants Docker Hub, et du coup vous allez pouvoir accéder à vos images privées qui sont sur Docker, soit carrément un dépôt custom. Donc là, je trouve que la bonne recette, c'est un GitLab qui intègre aujourd'hui un registry Docker. L'intégration continue, ça build vos images, ça se met dans le GitLab. Vous reliez votre GitLab ici, vous mettez une petite configuration dans le catalogue et vous déployez vos apps en 2 clics. Encore une fois, testé et approuvé. C'est vraiment top. Voilà. Côté administration, l'access control. Là, de base, j'ai même pas mis de login ou de mot de passe pour sécuriser mon truc, donc ça craint. Mais vous pouvez soit gérer les users comme ça en local, soit vous connecter à de l'AD, soit vous connecter avec de l'LDAP. GitHub, ça j'ai pas essayé. Mais voilà, il y a plusieurs stratégies possibles. Disponibilité, c'est ce qui va te permettre justement de répliquer ton rancher là, au cas où il y en a un qui tombe. Voilà, sachant que lui, il sert uniquement à donner des ordres, hein. Donc si j'éteins le rancher, tous mes services, mes conteneurs qui tournent, tout ça continue de fonctionner, quoi. On s'est déjà arrivé pour des questions d'administration de shooter complètement le rancher, il n'était plus accessible, mais tous les services continuaient de fonctionner et j'ai pas eu de coupure. Il faut récupérer la base de données si on veut relancer, c'est ça? Ouais, suivant où on a mis la base de données ou quoi. Moi, je l'avais mis sur un truc externe, donc du coup, j'ai shooté ma VM, je l'ai remonté avec la même base de données, tout s'est relancé nickel, quoi. Voilà. J'allais oublier un petit élément. Cette interface-là, c'est déjà une surcouche à une API, en fait. De base, Rancher a été construit sur une API, et là, l'interface qu'on voit là ne fait que des requêtes à l'API. Mais c'est du coup ce qui le rend, ce qui fait que tout ce qu'on voit là à coup de clic, l'intégralité de ce qu'on voit là est disponible dans l'API. Et par exemple,
souvent dans les petits menus, j'ai un View in API. Donc du coup, si je veux voir ce que ça donne cette stack-là, alors je vais plutôt prendre la stack que j'avais créée, mon application. Si je veux voir ma stack application, ce qu'elle donne dans l'API, pour éventuellement automatiser des choses, coder autour de tout ça, et bah, du coup, j'ai quelque chose même d'assez visuel, avec des boutons, etc., qui vont me permettre de manipuler l'API graphiquement, de construire mes requêtes, et éventuellement, bah, si je lui demande ma stack complète, j'ai envie de la mettre à jour, pourquoi pas, il me donne carrément la requête CLI, le curl que je peux mettre dans mon terminal qui va faire exactement la même chose. Et donc là aussi, quand vous faites de l'intégration continue et que vous en êtes à l'étape de déploiement de votre application sur une stack de pré-prod et lancer des tests unitaires et des choses comme ça, bah là du coup c'est extrêmement pratique parce que vous allez pouvoir intégrer des morceaux de code comme ça pour piloter votre infrastructure, trigger des événements là-dessus avec des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment agréable. Vous avez aussi un Rancher CLI qui est disponible, qui vous lui donnez uniquement des clés d'API et vous avez la possibilité en CLI de piloter aussi votre Rancher. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Oui. Question. Est-ce que tu as des systèmes, par exemple, je veux dire, si tu as un niveau de charge sur l'ensemble de ton cluster qui commence à déployer d'autres machines supplémentaires? Non, tu n'as pas ça. Mais comme tu as l'API, en fait, c'est toi qui vas le coder et qui va mettre en place ta propre stratégie et dire qu'est-ce qui se passe. Et puis aussi, tout va dépendre des drivers que tu as utilisés. Si tu as tout fait chez Amazon, ça va peut-être faciliter la chose. Du coup, tu n'as pas de système d'alerte non plus? Alors, tu as un système d'alerte, enfin, non, pas vraiment d'alerte, mais tu as un système qui va te permettre de vérifier que ton service est bien up ou quoi. C'est ici. Donc là, sur mon Docker, sur mon application, bah, je peux lui dire par exemple que je vais vérifier que j'ai bien un TCP qui répond, ou nous, plus généralement, on va regarder, moi je fais pas mal de web du côté du web, et je vais demander que telle requête dans mon Docker renvoie bien une 200, auquel cas, si ça renvoie plutôt une 500, alors qu'est-ce que je fais? Et là, pour l'instant, de ce que j'en vois, j'ai pas poussé cette fonctionnalité à fond, je pourrais pas dire s'il y a peut-être pas moyen de la détourner, mais je peux avoir que des stratégies de, je recrée le Docker. Ce qui peut déjà être pas mal. Hein. J'ai pas poussé ça à fond, mais il y a quelque chose de ce côté-là qu'on peut peut-être bien exploiter. Voilà. Je pense qu'on est pas mal là sur le tour d'horizon. Et du coup, je dirais... Questions, il y en a eu plein. Vous avez encore des questions? Est-ce que tu as regardé Portainer? Oui. Alors, quelle différence? Portainer, je l'avais utilisé sur juste, j'avais un nœud, enfin j'avais un seul serveur, j'ai lancé mon Portainer dessus, ça fonctionnait. Je crois qu'on peut l'utiliser avec du Swarm, ça je l'avais pas fait. Donc c'est simple, c'est pas mal, mais surtout ce qui va être gestion comme ça, assez poussée, de certificats, le load balancer tel qu'on l'a vu ou quoi, tout ça je ne l'ai pas vu ou retrouvé. Mais Portainer, ça reste quand même une belle application pour l'avoir utilisé. Mais ça, je le trouve beaucoup plus complet, beaucoup plus en production, c'est bien. Portainer, sur ma machine de dev ou quoi, pour piloter mes Docker et ça, c'est sympa aussi, quoi. Voilà. Il y a un truc que j'ai préféré vraiment, par contre, dans Portainer, c'est qu'on peut lancer un shell en tant qu'un utilisateur. Et là, on peut pas, c'est uniquement du root. Et du coup, je suis obligé de faire un SU. Bon, c'est pas grand-chose, mais ouais, il y avait un petit truc un peu plus confortable comme ça. Voilà. Mais lui, je le trouve plus pro et je trouve qu'il s'adapte mieux à des conditions professionnelles. Pouvoir ajouter dans le catalogue notre application qu'on a construit parce que c'est notre métier, l'ajouter comme ça, c'est super bien, quoi. C'est vraiment bien. Pareil, gestion des... Enfin, voilà. D'autres questions? La prochaine version de Docker, du coup. Pour les prochaines versions de Docker? De Rancher? Alors la prochaine version de Rancher qui va arriver, j'ai l'impression qu'ils sont en train de un petit peu tout rebuild. Enfin, c'est pas une impression. Je l'ai testé, je me suis demandé si j'allais pas faire la démo d'ailleurs sur la nouvelle version. Elle est clairement pas finie. Il y a des gifs sur les fonctionnalités qu'ils n'ont pas encore développées. Donc j'ai pas choisi ça. Mais ça va se baser sur Kubernetes. De ce que j'ai compris, essentiellement et uniquement là-dessus.
Donc une chose comme ça, sur une technologie comme Kubernetes super bien intégrée, ça risque d'être vachement propre. Après, on verra. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci. Mon Twitter